c'est le deuxième webinaire, hein. On en a eu fait un au mois de novembre sur les fondamentaux de la pédagogie. Et notamment, ce qui était ressorti à l'issue de ce premier webinaire, c'était la demande de... Bah voilà, on a parlé un petit peu de ludopédagogie, mais alors on en a ouvert une un fenestron même, je dirais. C'était même pas une fenêtre, c'était un fenestron qu'on avait ouvert. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de demandes. Donc, bah, les deux prochains webinaires seront justement sur la ludopédagogie, avec bah, aujourd'hui la présence d'Antoine, que je remercie chaleureusement et à qui je laisserai le temps de se présenter juste après. Et puis, je vous présenterai le webinaire prochain qui sera celui-ci après la rentrée avec Stéphane qui nous fait également l'honneur d'être avec nous ce soir. Donc c'est super. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, Jaman Olivier, je suis donc ingénieur en formation et j'ai voulu par le Lab des formateurs, voilà, partagé. On est tous un petit peu dans le même milieu, dans la même façon de penser sur la pédagogie. Et l'idée, c'était de pouvoir échanger avec des experts dans chacun des domaines, et notamment aujourd'hui sur la ludopédagogie. Alors Antoine, si vous voulez bien, je vais vous laisser vous présenter déjà. Avec plaisir. Merci Olivier pour cette invitation déjà dans ce webinaire. Donc, comme c'est marqué, Antoine Chollet, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université de Montpellier, au département informatique, mais j'enseigne tout ce qui est sciences de gestion et du management. Et c'est vrai que dans mes thématiques de recherche, j'ai réalisé ma thèse, donc je l'ai soutenue en 2015, et elle était sur les compétences managériales que l'on pouvait acquérir en jouant aux jeux vidéo en ligne. Et aujourd'hui, eh bien, mes thématiques de recherche tournent autour aussi du jeu, donc de la ludopédagogie. On en parlera pas mal, je pense, durant ce webinaire, mais aussi du jeu vidéo. Pareil, au niveau des compétences comportementales que l'on peut acquérir en jouant. En fait, je gratte les jeux vidéo au sens figuré pour savoir qu'est-ce que ça peut apporter, ainsi que sur l'e-sport, c'est-à-dire le sport électronique de haut niveau. Donc ça, ce sont mes thématiques de recherche. Et après, d'un point de vue éducation, ben, j'enseigne donc la gestion et notamment, eh bien, j'utilise le jeu dans mes cours et je pense que, Olivier, c'est la thématique, d'aujourd'hui. Voilà dans les grandes lignes, hein, sinon on va pas faire tout le palmarès. C'est pas l'objectif. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors moi, très honnêtement, hein, j'ai découvert Antoine notamment dans une formation que j'encadre sur un titre professionnel plus lié au e-sport. Alors c'est vrai que ce sont des choses que j'ai découvertes, hein. Pour moi, le e-sport, eh bien, de manière très vulgaire, ça s'arrêtait de jouer à la console. On m'a dit non, non, pas que. Il y a pas que ça. C'est bien plus vaste. Et donc, du coup, la ludopédagogie également. Alors, c'est vrai que plus on creuse, plus on rencontre des personnes qui sont spécialisées et vraiment pointues dans le domaine. Et donc, en effet, Antoine, l'idée, c'était de pouvoir apporter sur ce premier webinaire les intérêts et comment on pourrait, nous également, formateurs, adapter la ludopédagogie. Alors, quels sont les intérêts pour l'apprenant? Quels sont également les intérêts pour le formateur? Puisqu'il faut également penser à nous et puis de revoir notre pédagogie, de revoir comment est-ce qu'on peut euh, perpétuellement se remettre en question, nous, sur notre façon d'apprendre. Et également, en quoi ça favorise l'apprentissage. Je suppose également que la ludopédagogie, le trop, c'est comme le pas assez. En faire de trop, c'est comme ne pas en faire du tout. Il y a des fois, ça peut desservir. Donc, on va essayer peut-être de le prendre de manière assez structurelle. Antoine, peut-être déjà de parler un petit peu d'où vient la ludopédagogie. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot? Puisque c'est vrai que finalement, on peut y mettre beaucoup de choses derrière ludopédagogie. Voilà, juste peut-être un petit peu planter le décor de cette thématique. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ludopédagogie. Alors peut-être, parenthèse, hein, ça va pas être un cours, hein. L'objectif, c'est que ce soit interactif, bien sûr avec Olivier, mais aussi avec vous toutes et tous. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, hein. Je pense qu'Olivier,
on pourra interagir avec plaisir. Tout à Donc c'est fait. vrai que la ludopédagogie, si on prend un peu les origines, hein, c'est, une techn enfin pas une technologie, pardon, une méthode d'enseignement basée, au Canada, donc ça nous vient plutôt de l'autre côté de l'Atlantique et c'est vrai qu'on le connaît aussi sur ludo-éducation. Donc, c'est un terme qui est aussi apparu. Grosso modo, eh bien, c'est, le fait d'enseigner avec ou par le jeu. Donc, là, les définitions divergent, en fonction de la littérature. Et c'est vrai que moi, personnellement, je m'en suis, on va dire, doté assez rapidement dans mes cours de cette ludopédagogie. Il y a autant de formes de ludopédagogie que de personnes, j'ai envie de dire. Si vous demandez à n'importe quelle personne qui fait de la ludopédagogie, chacun aura ses techniques, ses méthodes. Heu, J'aime bien dire qu'il n'y a pas une seule bonne méthode à faire de la ludopédagogie. Il faut trouver celle qui vous correspond le plus par rapport à vos besoins. Donc ça aussi, c'est un élément sur lequel on pourra revenir, j'en suis sûr. Mais c'est vrai que la ludopédagogie, c'est un vaste terme dans lequel, eh bien, on peut mettre des technologies, parce qu'on peut intégrer du jeu vidéo. Ça peut être des jeux de rôle, du jeu de société, des jeux où on fait bouger le corps. Le but, c'est d'intégrer du jeu dans ces formations, dans ces cours, pour, eh bien, trouver une autre méthode pour faire passer un message, une formation ou quoi que ce soit. Donc j'ai déjà fait des formations, à des formateurs pour la ludopédagogie et très souvent on me dit: «C'est quoi la recette miracle?» Ah bah, c'est sûr que la recette miracle, vous allez avoir des modèles. Il y a beaucoup de modèles dans la littérature qui proposent comment on peut faire. Je vous invite à les approfondir, mais encore une fois, il faut partir d'un objectif. Pourquoi, eh bien, avez-vous besoin d'intégrer du jeu? Olivier, vous l'avez très bien dit, hein, c'est-à-dire il faut se poser cette question dès le départ. Pourquoi souhaitez-vous appliquer de la ludopédagogie dans votre formation, dans vos cours, dans vos webinaires, etc. Si vous répondez parce que c'est cool, parce que c'est tendance, etc., malheureusement, eh bien, vous partez pas du bon pied. Il vous faut une problématique. Et cette problématique, elle n'est pas forcément évidente à trouver, puisque tant que vous n'y avez pas répondu, pour moi, je vais vous embêter à dire, donc du coup, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais pourquoi c'est pas pertinent d'utiliser le jeu si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il faudrait l'utiliser. Donc, Olivier, c'est un peu la première question qu'on pourrait se poser, c'est bah, enfin, pourquoi utiliser la ludopédagogie? Il y aurait autant de réponses ici que de personnes présentes, ça j'en suis sûr. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que, moi le premier, hein, ludopédagogie, je pense qu'on s'est déjà tous dit, on a envie de se réinventer un petit peu, nous, en tant que formateurs. Alors, pourquoi déjà pas passer, nous, pour nous faire plaisir par de la ludopédagogie, parce on a tous eu fait peut-être des formations qui sont chronophages, que l'on fait régulièrement, et on se dit, tiens, il faut que j'arrive à me réinventer. Et très souvent, on va vers des choses qui sont, on va dire, faciles pour nous. Peut-être des choses que l'on va voir. Moi, je vais donner un exemple très concret. J'adorerais pouvoir animer mes formations en dessinant. Vous savez, où on peut écrire, dessiner en même temps que l'on fait nos formations. Bon, je suis un piètre dessinateur. Je pense que si j'utilisais cette technique d'animation, bon, à part faire rire mon auditoire, je pense que l'intérêt pédagogique ne serait pas là. Alors, sans donner de recette miracle, déjà, Antoine, vous avez parlé d'objectifs, de définir Mmh. un objectif durant lequel on pourrait utiliser la ludopédagogie. Est-ce que la ludopédagogie doit intervenir à des moments précis de l'apprentissage? Est-ce que c'est plutôt dans une phase pour rester très généraliste dans mes propos, est-ce que c'est plutôt une phase d'émergence de représentation que l'on va pouvoir l'utiliser? Est-ce que ça va plutôt servir à l'apprentissage? Voilà, ce sont peut-être des questions qu'on se pose déjà de savoir aussi quand est-ce qu'on pourrait le placer. Oui, alors c'est vrai que l'intégration du jeu finalement dans une formation peut intervenir à différents niveaux, que ce soit un cours, une formation. Hem, Quel est l'objectif? Encore une fois, si l'objectif c'est de découvrir, d'appréhender une notion, un terme, eh bien en début de formation, ça peut être très très bénéfique puisque pour appréhender quelque chose qui peut être complexe à comprendre, on va utiliser le jeu. J'ai un exemple, hein, que je pourrais vous donner, clairement après. Après, le jeu peut intervenir aussi pour ponctuer, une formation, pour casser le rythme.
pour avoir divers ateliers, je ne sais pas comment on peut appeler ça, diverses phases, diverses sections, dans votre formation. Ça dépend, quel est encore une fois le but, de ce jeu dans votre formation. Ça peut être pour redonner du dynamisme et là je vous donne un exemple très concret aux personnes qui forment. On la connaît tous, hein, cette fameuse pause, du midi et la reprise à 14 heures où le repas, on sent qu'il est très, très il est sur l'estomac. Eh bien moi, quand je fais une formation, le maximum du temps, je commence par une activité physique. En tout cas, enfin physique, c'est un bien grand mot. Une activité, un atelier où le corps va être en mouvement juste après manger. Alors ça va pas être, un marathon ni quoi que ce soit, bien entendu. Mais on le sait tous, hein, ce moment où clairement on va s'asseoir, il y a le repas, on est bien et hop, on a la tête qui penche. Ça, c'est naturel et donc là, le jeu peut être l'objectif, c'est de dynamiser finalement la formation. On peut l'avoir aussi à la fin. À la fin comme une, expérience sommative. Donc là, je ne sais pas si Olivier, je peux aborder les exemples maintenant? Oui, oui, Est-ce bien que ça sûr, ouais? on est totalement libre. On n'a pas Super, de de canevas trame. type. Et je pense qu'après, de toute façon, on aura des interventions. Donc, du coup, ça Parfait. rythmera notre. Alors, de manière très concrète, moi, dans mes cours auprès de mes étudiantes, de mes étudiants, j'enseigne donc la gestion à un public d'informaticiens, d'informaticiennes et notamment la comptabilité. Autant vous dire que la comptabilité, je pars un peu perdant parce que, c'est pas vraiment la matière qu'ils attendent. Eh bien, le premier cours, on leur dit: «Eh bien, on va jouer à un jeu». Alors déjà, ça suscite déjà l'intérêt, les yeux étaient lourds et là, ah, on va jouer à un jeu. Ce jeu, finalement, c'est un jeu inspiré de la bonne paye. Je vous ai mis le plateau, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir et oui, forcément, c'est le flou. Vous m'excuserez pour le bazar derrière. Mais voici le plateau que l'on a imaginé avec notre équipe. Ça s'apparente énormément au jeu de, La Bonne Paye. Si vous connaissez ce jeu de société de La Bonne Paye, c'est exactement la même chose. L'objectif de ce jeu, finalement, c'est de leur montrer les mécaniques de base finalement d'achat et de vente au niveau, et bien, de la comptabilité. Et bien, pour vous dire, ce jeu, en 2 heures, il y a un déroulé pédagogique. La problématique, c'est appréhender finalement les concepts basiques et fondamentaux de la comptabilité. Donc comment aborder les concepts basiques et fondamentaux de la comptabilité en 2 heures à chaque fois. C'est: «Monsieur, j'ai pas vu le temps passer» et surtout, et Olivier, vous l'avez bien dit, eh bien, c'est le plaisir. Le plaisir d'apprendre, le plaisir de se former. Ils partent avec le sourire et finalement, ils disent: «Est-ce qu'on fera d'autres jeux?» Alors là, je leur dis: «Malheureusement, non, il y en aura plus», mais ça a servi comme étant, eh bien, un amorçage et ils n'ont plus peur. Ils se disent: «En fait, c'est facile la comptabilité». Alors, je leur dis: «Vous avez vu juste la base du mécanisme», mais au moins ils n'ont plus, pardon, l'appréhension et cette peur d'une matière qu'ils ne connaissaient pas. Donc dans vos formations, pour aborder on va dire une problématique quelconque, vous pouvez utiliser le jeu ou les dessins, Olivier, pour, transmettre un terme qui, selon vous, peut être, assez complexe à aborder avec un cours, première partie, deuxième partie et cetera. Donc ça, c'est un exemple, de jeu que je fais. Ça peut être aussi, et ça dans toutes les formations que je fais, donc les formations de formateurs, je vais remettre, le flou parce que c'est vrai que c'est un peu je l'enlèverai. C'est la toute première partie. C'est-à-dire que lorsqu'il faut se présenter. Vous avez la version classique où tout le monde se présente, l'un après l'autre et donc nom, prénom, ça peut être un peu long. Moi, j'utilise un jeu qui s'appelle Dixit. Alors, c'est loin d'être une nouveauté, hein, dans le sens où beaucoup de formatrices et de formateurs l'utilisent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est un jeu grand public, donc c'est un jeu de société que je n'ai pas là, finalement. Je l'ai chez moi, je l'ai oublié, j'en suis fortement désolé. Mais si vous marquez Dixit, Dixit, eh bien, il y a en plus pas mal de cartes. C'est un jeu de cartes avec des images très abstraites, très conceptuelles et ça peut servir pour se définir. Vous pouvez poser une question. Parmi toutes ces cartes, eh bien, prenez-en une ou plusieurs pour vous présenter. Et là, vous allez voir que chaque personne va prendre le temps et le plaisir de choisir une ou plusieurs cartes pour se définir. Non pas avec nom, prénom, ce que je fais, mais avec des valeurs, avec des messages, avec une personnalité. Et ça peut, finalement dénoter des présentations classiques. Et de plus, les personnes vont être plutôt impliquées dans cette phase où clairement on attend juste que ça soit son tour et j'ai déjà vu des personnes qui, étaient stressées et lorsque c'était à elles, on sentait le coup d'émotion. Et bien là, avec le jeu, on va dédramatiser l'action même de se présenter. Bien sûr, ça dépend des personnes. Bon, finalement, c'est une activité icebreaker, donc casser la glace. Vous en avez plein comme ça. Il y en a une qui est très simple aussi, c'est le jeu du cadeau. Alors le jeu du cadeau, vous vous mettez en cercle et le but, c'est d'offrir un cadeau à quelqu'un
et la personne va découvrir ce cadeau-là. Elle va inventer: «Ah tiens, tu m'as offert un jeu de société». Et l'objectif, c'est de dire le prénom de la personne, comme ça au moins on commence à mémoriser les prénoms des personnes qui sont dans la salle. Par exemple, «Tenez Olivier, je vous offre ce cadeau». Et là, Olivier, qu'est-ce que vous pouvez dire? Par exemple, si on était en physique, hein, ça serait beaucoup plus facile. Eh Olivier, ben merci, eh ben merci Antoine de m'avoir offert ce jeu de cette famille bah voilà. qui de toute façon rappelle on est tous une grande famille autour de ce webinaire. Voilà, bah ça c'est un exemple et ainsi de suite. Ça demande zéro matériel, juste d'être debout. Donc là, on se lève déjà, on n'est pas assis sur la chaise et faire un rond. Et puis c'est rigolo, il y en a qui simulent. Moi, j'aime bien faire qu'on m'offre un cadeau, je fais ouf pour dire que c'était lourd, alors que ça ne l'était pas du tout. Mais il faut imaginer. Et les gens se prennent au jeu ça dédramatise la formation, en tout enfin, c'était pas dramatique à la base, mais ça permet de se mettre à l'aise. Donc ces jeux de d'icebreaker, de casse-glace permettent déjà dès le début de se mettre, à l'aise. Et là, vous allez me dire: «Mais c'est quoi la problématique là?» Eh bien, tout simplement, comment mettre à l'aise les personnes qui suivent ma formation durant toute la journée, voire sur 2 jours. Ben, rien que ça, vous allez avoir déjà le sourire des personnes et pour moi, ça, c'est essentiel pour commencer une formation. Merci Antoine pour cet apport. Donc si je comprends bien, en fait, la ludopédagogie, finalement, ce n'est pas obligatoirement jouer à un jeu, ce n'est pas obligatoirement, enfin, quand je parle de jeu, c'est de jeux physiques où peut-être on s'imaginait déjà tous à devoir créer notre petite table de jeu, mais c'est plutôt, faut plutôt le prendre comme un outil qui va nous permettre d'apporter un savoir. Alors un petit peu à tous les moments, hein, c'est que aussi bien l'icebreaker que la partie que dans une phase de découverte ou une phase d'apprentissage finalement, c'est assez transposable sur l'ensemble des moments de la formation. Oui, oui, tout à fait et là, je vous ai cité les des jeux en tout début. Pour vous donner un exemple de toute fin, l'objectif, c'est peut-être pour synthétiser, pour voir si les personnes ont bien compris, finalement toutes les notions qui ont été faites. Vous avez des outils comme WooClap, comme Kahoot, qui sont des quiz assez connus, mais rien que ça, en fait, ça permet de faire un petit challenge pour voir, qui a le meilleur score. C'est pas noté, mais ça permet de voir qu'est-ce qu'ont retenu, les personnes présentes à la formation et pour vous remettre dans le contexte, moi, de mon jeu de comptabilité, avec l'équipe, on aimerait faire, alors c'est pas encore en place, hein, mais on aimerait faire une escape game assez simple pour voir ce que les étudiantes et les étudiants ont retenu de la comptabilité. Avec des énigmes, comme une escape game, ils sont enfermés dans une salle, pendant 20 minutes et ils doivent trouver, eh bien, le montant au bilan qu'il leur manque. Et ça va faire appel à toutes les notions qu'ils ont vues durant les cours, durant plusieurs dizaines d'heures et l'objectif à la fin, c'est qu'ils soient à l'aise. On l'a pas encore mis en place, mais ça serait un projet, à faire. Donc, Olivier, vous l'avez très bien dit, c'est un outil. En fait, voyez la ludopédagogie, le jeu, en fait, comme un outil parmi tant d'autres à votre disposition pour faire une formation, pour faire un cours, pour faire transmettre un message. Et si on se dit: «Il faut absolument que j'intègre du jeu», ça ne marche pas. Mettre du jeu pour mettre du jeu, et désolé de dire ça, c'est parfois inutile. Moi, je fais des cours magistraux, des cours qui ne nécessitent pas de jeu. Et là, avec des collègues, il y en a qui disent: «On pourrait tout rendre ludique». Peut-être, c'est vrai. Mais il y a quand même des situations qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Et parfois, le bon vieux papier-crayon avec des éléments assez théoriques passe très très bien sans le jeu. Je ne dis pas qu'avec le jeu, ça ne passerait pas, mais c'est peut-être pas le meilleur outil à sa disposition à ce moment-là. Il y a des vidéos, il y a des supports. Ça peut être des quiz, ça peut être, un TD, ça peut être une fiche à lire, un article à lire et cetera et cetera. Merci. Est-ce que peut-être déjà dans les personnes présentes, alors sur le chat, j'utilise toujours Kahoot avec mes apprenants. C'est super pratique, super motivant, surtout pour les mettre en concurrence avec beaucoup de motivation. Donc c'est vrai que bon, Kahoot, je ne sais pas, mais je pense qu'on a tous commencé par là en se disant bon, comment on va mettre du jeu? Bon, on va déjà faire Kahoot et puis alors moi c'est vrai que sur une équipe de formateurs que j'ai, je leur ai fait découvrir puisque bah, ils n'étaient pas encore vraiment très enclins à utiliser ce type d'outil. Et bah, c'est vrai qu'ils l'ont juste utilisé soit en réactivation sur l'après-midi ou enfin sur le début d'après-midi ou alors en clôture de séquence. Et déjà, ils m'ont dit, bah, on a l'impression de revivre nos formations. Donc, c'est vrai que c'est très simple à mettre en place et surtout, c'est très
Très pratique. Est-ce que, juste avant de reprendre sur ce que Stéphane aussi nous a dit, est-ce que d'autres ont des questions peut-être à poser à Antoine? N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Ou J'ai des d'autres choses à interventions. vous donner, hein, à vous montrer. Ce que dit Stéphane, il a entièrement raison d'ailleurs. Salut Stéphane, ça fait plaisir de te voir ici. Oui, c'est vrai que ça demande de l'énergie, hein, on dirait pas, mais pour le ludique, à la fois pour le formateur, pour la formatrice, ainsi que pour les personnes qui y sont présentes, ça peut demander une certaine énergie. Faut pas, c'est engageant. C'est une activité engageante, hein. C'est pas juste, nous allons faire, vous allez regarder une vidéo. Ah non, ça demande, un certain investissement humain et énergétique. Donc oui, si tout est ludique, à la fin, vous finissez sur les genoux, hein, ça c'est clair et net. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. Tout à fait. Alors du coup, Antoine, moi j'ai également une question, c'est Mmh. est-ce que finalement à mettre trop de ludopédagogie, on ne tomberait pas, alors pour ceux qui étaient là au premier webinaire, j'en ai déjà fait allusion, mais comme en schématisant à l'animateur du juste prix qui serait plus là pour faire le spectacle ou animer son groupe peut-être en oubliant les fondamentaux de ce pourquoi il est là, c'est-à-dire transmettre quelque chose. Absolument. En fait, lorsque vous avez une activité ludopédagogique, ne perdez pas de vue les objectifs finalement de votre activité, quelle qu'elle soit. Donc là, en parlant de jeu, pourquoi vous l'avez intégré? Donc, je rappelle les objectifs. Moi, dans mon cours, j'ai mon déroulé pédagogique. Donc, c'est un scénario. C'est comme si je déroulais une histoire où le jeu est pensé avec des phases. Je time, je chronomètre, enfin dire chaque phase, parce qu'on peut être emballé par le jeu et finalement se dit, oula, j'ai perdu le fil de l'histoire. Donc, il ne faut pas perdre, derrière ce sur quoi enfin, pourquoi vous faites du jeu. Et après, ce que j'aime bien faire, dans une phase de jeu, vous avez la période, d'explication, ce qu'on appelle aussi le briefing. Il faut, faire entrer, finalement les personnes dans ce cercle du jeu. Donc là, vous avez tous les éléments, on va dire, académiques, hein, Huizinga, si vous ne connaissez pas John Huizinga et ses collègues, qui parlent de la bulle finalement, de la bulle de jeu. Il faut faire entrer les personnes et là, j'ai un exemple à vous donner juste après. Vous avez l'activité ludique et surtout, il faut ressortir du jeu. À partir de quel moment nous ne sommes plus dans le jeu et nous revenons dans la réalité? Et c'est après que l'on soit revenu dans cette réalité que l'on peut capitaliser sur l'expérience. Il ne faut pas oublier cette phase-là après l'activité ludique, c'est-à-dire revenir sur les éléments sur lesquels on souhaitait insister. Moi, typiquement, après la deuxième séance, on revient sur les fondamentaux, c'est-à-dire les principes d'achat et de vente au niveau de la comptabilité. Donc, j'ai pas perdu le nord et je reviens sur ces éléments-là qu'ils ont vus dans le jeu. Donc, je sais pas si ça répond à la question, Olivier, mais il Oui, il non, faut bien sûr, vraiment être très c'était. précis, hein. Non, non, c'est vrai que on aurait très souvent envie de peut-être quand on commence avec la ludopédagogie, ben en mettre un petit peu à toutes les sauces, en mettre tout le temps. Et puis ben, des fois, on est obligé de passer par certains moments où on fait de la chose très descendante, hein, parce Mmh. que quand on fait du droit ou quand on fait de la compta, bon, bah, il y a enfin, on est parfois obligé de passer par de la chose descendante. Et c'est justement à quel moment est-ce qu'on arrive à mixer entre cette ludopédagogie et ce cours un petit peu plus finalement magistral, comme on Oui. pourrait le connaître. Je pense que c'est ça aussi où les formateurs ont un réel travail à faire pour s'approprier pleinement cet outil. Je vois ce que dit, Valérie dans le chat. Valérie, vous avez absolument raison. C'est-à-dire que sans débrief, sans briefing, on joue. Le plaisir de jouer et c'est totalement vrai. On va s'amuser, donc il y aura clairement le divertissement. Mais si on capitalise justement ensemble sur l'expérience, en revenant sur l'activité, c'est là où on apprend. Et cette phase-là, elle est encore une fois essentielle. Moi, j'ai déjà vu des formateurs ou des collègues à moi qui ont fait un jeu. Ils ont dit: «Ah, c'était super, on s'est éclaté». OK. Qu'est-ce que retiennent vos élèves, vos apprenants, vos formateurs, les stagiaires? Ben, ils ont passé un bon moment et et parfois c'est tout. Et c'est ça qui est problématique, c'est que oui, on s'est éclaté, mais qu'est-ce que retiennent les personnes? Bah, finalement pas le message qu'on souhaitait leur transmettre. Oui. Et pareil, je rebondis sur ce que nous dit Cécile. Alors, volontairement, je vais dire, dicter ce qui a été dit pour ceux qui ne sont pas en visio, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont en voiture notamment et qui nous écoutent, mais qui ne nous voient pas. Le jeu doit être créé pour faire atteindre un objectif. Le jeu peut servir pour faire une révision de cours
Ben en effet, alors c'est aussi comme ça que moi j'appréhendais la ludopédagogie. Ça nous permet aussi de manière ben, ludique de pouvoir savoir où en sont nos stagiaires. Alors notamment si on fait des formations sur 2, 3, 4 jours ou Hmm. plus d'ailleurs, de savoir si finalement ce qui est passé est acquis et sinon à quel endroit devons-nous reprendre ou réajuster certains savoirs. C'est aussi l'une des facettes de cette ludopédagogie. Oui, oui, oui. Et puis là, je vois tous les éléments qui viennent, hein, et qui sont très intéressants, en tout cas dans le chat. Hem, donc le jeu, encore une fois, il y a cet objectif, comme dit Cécile, et ça peut servir pour diverses raisons. Donc là, pour des révisions. Et là, je me permets, en tout cas, de faire une petite parenthèse. Il y a des débats sur est-ce qu'on évalue par le jeu? Alors moi, je me refuse catégoriquement à faire en sorte qu'un jeu soit une source d'évaluation, en tout cas, soit une évaluation. Parce que ça veut dire que le jeu va perdre toute sa notion finalement, de, de caractère volontaire. On va s'immerger dans un univers et ils vont prendre ça comme une évaluation, comme une vérification. Et selon moi, en tout cas, le jeu ne devrait pas être, un support, d'évaluation directe. Ça peut être indirect, c'est-à-dire que l'on fait une activité ludique, on revient sur des fondamentaux et on peut poser quelques questions pour voir si les personnes ont bien compris. Mais il y avait des personnes, dans certains jeux que je faisais, de mes étudiantes et étudiants, qui me disaient: «Est-ce que vous allez noter la performance dans le jeu?» Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Alors un petit peu, c'est vrai qu'il y a le plaisir d'être premier ou mais c'est plutôt l'analyse que l'on en fait. Mais ça, c'est avec une approche à l'université. Peut-être que vous, avec, un public plus adulte, ça pourrait être le cas pour voir si les personnes ont compris. Mais moi, je me refuse, d'évaluer directement avec le jeu. Est-ce que peut-être dans ceux qui sont avec nous, est-ce que certains utilisent déjà le jeu? Est-ce que, si oui, à quel moment? Et est-ce que vous l'utilisez bah, justement en évaluation peut-être de séquences ou juste afin de savoir si la compétence est acquise et s'il faut réajuster? Est-ce que peut-être certains ont des commentaires? Je veux Oui, bien faut intervenir, Olivier. Bien sûr, Nadège. Voilà. Donc, c'est très intéressant, hein, Monsieur Cholet, ce que vous amenez comme argument pour le jeu en formation. Donc, moi, je fais de la formation auprès de deux publics différents, on va dire un plus jeune et un adulte en soins infirmiers déjà pour commencer, et ensuite en recherche privée. Et j'utilise le jeu depuis toujours. Alors maintenant, avec l'informatique, je suis un peu plus moderne, mais j'avoue que j'ai beaucoup utilisé des jeux que j'ai, évidemment, comme vous le disiez, trouvé euh, des, des jeux pour casser un peu, amener déjà des jeux en première intention pour travailler sur un diagnostic de représentation. Ça, c'est important de voir comment on se situe dans la compréhension d'un module, d'une unité d'enseignement ou d'un thème qui va être abordé. Je trouve ça très intéressant. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est aussi très utile de l'utiliser après des apports théoriques parce qu'on ne peut pas se départir de compréhension conceptuelle, hein. Moi, je fais beaucoup d'enseignement en gestion des risques qualité. Donc là, il y a des fondamentaux. Et après, j'utilise des quiz. Alors, le quiz, je l'utilise dans ces matières-là, j'utilise le quiz, j'utilise, comme vous l'avez dit, des espèces, j'arrive jamais à le dire. C'est toujours. Escape game. escape On, game. Merci, merci on va Olivier. lui venir en aide. Voilà. Et également la chambre des erreurs. Ça permet aussi aux étudiants Ah, de pouvoir identifier dans une pièce. Alors, ça demande du travail, hein, parce que il faut créer tout ça. Et alors, il en existe en ligne, hein, mais j'avoue que j'aime bien le faire en réel. Et le quiz, je trouve aussi ça intéressant après coup, après des enseignements théoriques. Alors, peut-être juste un point où moi j'évalue, mais j'évalue pas de manière, j'évalue ça de manière formative, on va dire, puisque bah, les trois premiers gagnants, je les mets sur un podium et ils ont droit régulièrement à un petit gadget ou des bonbons, etc. Et ça met un peu un challenge dans le groupe et une attention. Donc là, voilà, ça augmente l'attention. Et puis, juste un point pour terminer, vous parliez d'interludes au cours de la formation. Enfin, moi, j'appelle ça des interludes. Je trouve ça intéressant
de pouvoir créer après des apports aussi importants sur 2, 3, 4 jours, à l'intérieur même, de décliner des temps que j'appelle interludes. Et là, je propose des jeux qui permettent d'intégrer là également des concepts. Par exemple, j'en ai un très rigolo qui est sur les enjeux de la communication, où là, je joue avec des jeux de cartes. Les apprenants ne savent pas quelles cartes ils ont, et les cartes représentent un niveau hiérarchique, et on voit tout de suite de la manière dont ils vont engager la conversation, etc. Et ça permet d'aborder aussi les enjeux de la communication dans le domaine public. Voilà. Merci Marie-Nadège. Alors, c'est très vrai. Alors, juste pour la petite aparté, quand vous passez après Marie-Nadège, parce que j'ai la chance de travailler dans la même école supérieure qu'elle, et ben en fait, quand on fait un jeu et qu'ils n'ont pas de récompense, on nous le dit. Parce que vendredi, je suis intervenu auprès d'un groupe et ils m'ont dit, bah, d'ailleurs, on a certains formateurs qui nous donnent des chocolats ou d'autres choses. Alors, ça y est, je sais qui c'est. Ah là là, mais c'est vrai que la récompense finalement, nous c'est, avec le public que j'ai, hein, les étudiantes et les étudiants, c'est souvent une note donc je pourrais le je on leur offre effectivement des petits gâteaux et cetera, des bonbons, ça nous arrive, mais pas au niveau de la note donc il y a ce petit challenge qui les pousse à se dépasser et c'est ça qui est intéressant et c'est pas pour avoir la meilleure note, mais pour avoir un paquet de gâteaux, un paquet de bonbons donc c'est plus symbolique qu'autre chose, et donc l'évaluation, c'est vrai qu'il y a certains de mes collègues qui me diraient: «Antoine, tu as tort», et en soi, on peut évaluer avec le jeu, mais il faut que ça soit extrêmement bien pensé et préparé, mais c'est pas impossible. Alors dans le chat, Olivier, je me permets, il y avait une personne qui, c'est Farah, je crois, Tout à qui fait. faisait D'ailleurs, l'analogie. elle a demandé éventuellement si elle pouvait prendre la parole. Donc, bah, bien entendu, Farah, alors, soit si vous voulez nous expliquer ce que vous avez mis dans le chat, ou si vous voulez, on le lit, comme vous voulez, Farah. Ou sinon on peut résumer le Oui. Bah, on peut je vais le résumer. lire hein, pour ceux qui nous écoutent. Donc, Farah nous a marqué que la pédagogie ludique nous aide à comprendre nos responsabilités et celles des autres. Les contributeurs efficaces grâce à la pédagogie ludique. Les enfants apprennent à collaborer et à coopérer les uns avec les autres. Cette interdépendance positive favorise l'apprentissage et la motivation. Que le jeu permet également à l'enfant de développer les méthodes de travail, de suivre une logique, un raisonnement, et le jeu permet de stimuler diverses compétences en même temps, le verbal, le mental, la logique, le calcul, et le jeu donne à l'enfant un but précis. Oui, alors merci Farah d'avoir écrit ceci parce que finalement, quand j'ai un public on va dire d'adultes, je fais des formations au CNFPT en tant que formateur, eh bien, lorsque je leur dis qu'ils vont jouer à des jeux de rôle, des jeux de société, j'ai toujours ce petit rictus, du genre: Qu'est-ce qu'il va me proposer, ce garçon, et pourquoi il va nous proposer ça? En fait, mon but, c'est d'éveiller cette âme d'enfant que l'on a toutes et tous, au fond de soi. C'est très rare de trouver quelqu'un qui n'aime pas jouer, sous toutes les formes que ce soit, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de rôle, jeux de société. Moi, je suis rarement tombé, voire quasiment jamais tombé, sur une personne qui refusait catégoriquement de jouer, à un jeu. J'en ai eu un et c'est justement en ce sens que je vais vous expliquer, comment faire rentrer les personnes dans, ce jeu-là. Alors, c'est un jeu de rôle que je fais au niveau de l'IUT. C'est un jeu sur la prise de décision et j'envoie mes étudiants dans l'espace, au sens, figuré du terme, bien entendu et je l'ai fait qu'une fois parce que ça demande beaucoup d'énergie. On parlait d'investissement, hein, comme disait Stéphane et c'est vrai. Là, je l'ai fait qu'une fois. J'avais préparé ma salle de classe, je l'avais mise dans le noir et j'avais mis une boule à facettes pour, projeter, des étoiles, comme si on était dans l'espace et j'avais dit à chaque personne qui est rentrée dans la salle: «Vous allez rentrer dans un vaisseau spatial, donc je vous demanderai, eh bien, de mettre, de manière symbolique, un casque». Ça montre la barrière justement, ce franchissement entre là, c'est la réalité, là, c'est un jeu. 99 des personnes l'ont fait, sauf une qui m'a dit: «Monsieur, ça va, je suis pas un gamin moi». OK, bah, écoute, tu es absent. Tu rentres pas dans la salle. «Ouais, mais j'ai pas envie d'être absent monsieur, j'ai envie de rentrer». «Eh ben, dans ce cas-là, tu mets ton casque». «Oui, mais j'ai pas envie» et ça bouclait. Un moment, donc c'est là où il faut avoir des astuces, je lui ai dit: «Pas de souci, tu ne mets pas ton casque, mais tu vas rentrer et tu vas être observateur». Ça, c'est une technique très, très bonne si vous avez quelqu'un qui refuse et qui vous dit: «J'ai pas envie de jouer. Votre jeu, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie». Pas de problème, tu vas venir à côté de moi et tu vas observer les autres, jouer. Alors vous allez dire: «C'est un rôle un peu ingrat». Pas du tout. Le jeu se fait, donc là, je déroule mon scénario, donc ils sont dans l'espace et des vidéos qui se lancent et au bout de un quart d'heure, très souvent, enfin là, très souvent, la personne qui avait refusé de jouer m'a dit: «Tout bas, monsieur,
je peux, finalement là, ça a l'air d'être cool. Ah, allez vas-y». Donc il est allé de lui-même, jouer et a posteriori, il m'a dit: «Ouais, en fait, on se prend au jeu». Parce qu'il a observé que les autres finalement, et bien, un s'amusaient, se divertissaient, mais aussi apprenaient et il avait envie, je le voyais qui disait: «Allez, vas-y, fais ça». Non, mais si tu as envie de jouer, vas-y. En tout cas, prends part à l'activité en cours. Donc ça peut être une technique si vous avez des gens, qui refusent. Et là, j'ai éveillé son âme d'enfant, tout simplement, son âme d'enfant de vouloir jouer. On a toutes et tous cette envie finalement de reproduire de comment on a appréhendé le monde quand on était petit, bah, avec des jeux de construction, des jeux de Lego, des Playmobil, des poupées, des figurines, des petites voitures. Enfin, je vais pas passer tous les jeux, mais il faut éveiller, ceci. Et si vous arrivez à toucher, cet élément-là chez les personnes, vous pouvez faire, entre guillemets «n'importe quel jeu», entre guillemets. Merci Antoine. Alors, on va nous redonner, Farah qui avait un petit problème Ah, de micro, mais qui nous a dit qu'elle avait réussi à le régler, donc on va lui donner la parole. Et il faudra également qu'on prenne un petit temps pour parler, puisqu'il y a une question très intéressante, notamment sur les formations e-learning à distance et oui. comment intégrer la ludopédagogie. Et c'est vrai que moi, pour en ce moment travailler sur un très gros projet de ludopédagogie, j'ai essayé de monter un escape game avec de le e-learning, pardon. Donc j'ai essayé de le monter. Et donc c'est vrai que ça serait très intéressant de pouvoir également aborder ce sujet. Alors Farah, si vous êtes Oui, disponible, merci. merci à vous. Bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité. Alors, tout d'abord, la question c'est pourquoi apprendre en jouant? Tout à fait, parce que le jeu, il favorise tout d'abord pour l'enfant tout un ensemble d'acquisitions et de savoirs et de compétences nécessaires à son développement cognitif ou bien social. En jouant aussi, il travaille sa plasticité cérébrale, donc les compétences cognitives qu'on en parle déjà, ainsi que la compréhension du fonctionnement au monde. On peut parler aussi de l'apprentissage par le jeu qui permet d'intégrer les stratégies, les règles et les expériences sociales du jeu en classe. Ceci qu'on exploite déjà dans nos classes. Le modèle d'apprentissage aussi par le jeu, il permet aux enseignants de cibler certaines activités qui favorisent l'application implicitement concrète des concepts, par exemple les jeux dramatiques, les jeux de rôle, qui favorisent en effet la motivation. Et c'est ce qu'on trouve déjà dans nos classes, la motivation des élèves qui servent de levier aux apprentissages et des outils précieux dans une approche de l'enseignement orientée vers le développement et les compétences. Merci. Merci beaucoup. Oui, pour rebondir un peu sur ces éléments-là, c'est vrai que l'objectif aussi de ces jeux, on parle beaucoup d'acquisition de savoir. Mais au-delà du savoir, c'est aussi le savoir-être. Le savoir-être, se comporter avec les autres. Le jeu révèle les personnalités, les comportements. Et j'ai pas pu le faire personnellement, ça, mais c'est une collègue à moi qui avait filmé, avec l'accord bien sûr des personnes, hein, ses étudiantes et ses étudiants en action. Et elle avait, visionné avec eux le comportement qu'ils avaient en jouant et leur attitude, les mots, qu'ils utilisaient. Et pour beaucoup, enfin pour beaucoup, pour certaines personnes, ils ne se reconnaissaient pas. Ils se disaient: «C'est moi ça, à réagir comme ceci?» On peut avoir de belles surprises. Donc c'est aussi travailler sur toutes ces compétences comportementales qui sont au-delà du message et des connaissances qu'on voulait transmettre, mais c'est juste sur qui nous sommes-nous et apprendre à se connaître. Donc là, avec tous les jeux vidéo que l'on a, effectivement, et des jeux de société, ça y fait beaucoup. Peut-être Olivier, avant de passer sur le e-learning, c'est ça, hein, la thématique Oui, que vous c'est ça, souhaitiez? c'est ça. Quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, c'est, et finalement, est-ce que ça m'arrive de me planter? Est-ce que ça on peut rater? Oui, ça m'est déjà arrivé de proposer des jeux qui n'ont pas marché, des jeux de rôle, des jeux de société. Eh bien ça, faut pas le prendre comme un échec, il faut le prendre comme une opportunité pour, rebondir. Vous allez me dire: C'est facile de dire ça, forcément». Mais une fois, ça m'est arrivé de me rater et j'ai demandé aux gens pourquoi, enfin aux personnes qui étaient devant moi, pourquoi ça ne marchait pas. Et on avait travaillé ensemble pour créer finalement une nouvelle activité. Alors ils avaient un peu travaillé pour moi, j'avoue, à ce moment-là, mais c'était aussi pour eux l'opportunité d'analyser une situation et de détecter les facteurs, non pas les facteurs clés de succès, les facteurs à risque. Et on avait travaillé ensemble sur les éléments qui n'allaient pas, et les limites finalement de certains jeux de société, de jeux de rôle dans la ludopédagogie. Donc c'est assez intéressant, profiter de ces moments-là, tout simplement pour apprendre en tant que formatrice ou formateur.
Super, merci beaucoup. Alors oui, c'est vrai que donc du coup le e-learning, on y est tous plus ou moins maintenant sujet. Alors ça c'est bon, je pense que ce qui s'est passé, notamment avec avec la Covid, nous a fait revoir un petit peu notre façon de faire a un petit peu précipité ce e-learning. Euh, Moi, pour en suivre également certains en ce moment, je me dis, pff, dis donc, qu'est-ce que c'est lourd. Alors, on sent qu'il y a eu des essais. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer la ludopédagogie? Puisque là, finalement, c'est très indirect. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de. C'est très difficile d'avoir une évaluation directe de là où on en est, puisque finalement, le jeu, même, il y a toujours une intervention tierce, notamment celle du formateur Hmm. qui va intervenir, qui va pouvoir corriger, guider et adapter le cheminement. Là, on est seul face à notre ordinateur. Alors, comment on peut arriver à intégrer de la ludopédagogie sur du e-learning? Ah! C'est vrai que la Covid-19 nous a mis face à cette contrainte technique. Là, j'ai plusieurs, on va dire, outils à vous proposer. Donc déjà, tous les outils de type électronique, les Kahoot, les WooClap, bon, bah, ceux-là, restent en ligne, on peut les utiliser à distance. Après, il faut voir quels sont les jeux qui sont adaptés à la fois physiquement et à la fois en ligne. Tout à l'heure, il y a Olivier qui parlait de jeux sur la cybersécurité. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci. Alors attendez, je vais enlever le flou, qui s'appelle Cyber Wargame. Hop là! Donc je vous le montre. Alors c'est de la pub effectivement, mais bon, bah, faut donner des exemples. C'est un jeu de société sur la cybersécurité pour appréhender, ça demande aucune technicité, mais pour appréhender les termes. Qu'est-ce que c'est que faire de la brute force sur un mot de passe? Qu'est-ce qu'un VPN? Rien que ce vocabulaire-là. Et ce jeu qui était physique existe aussi en version numérique. Donc, on a son équivalent pour le faire en ligne. Là, vous allez me dire, bon, bah, c'est super, mais si j'en ai pas, eh bien, durant la Covid-19, moi, j'ai créé carrément mon univers. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux jeu de rôle que je vous avais parlé sur j'envoyais les gens dans l'espace. Je me suis recréé ma salle de classe sur un outil qui s'appelle Gather Town. Vous avez un équivalent qui s'appelle Work Adventure. Donc Gather Town, c'est comme un jeu vidéo en 2D, en deux dimensions, vu de dessus, où on peut, comme dans les Sims ou comme dans SimCity, si vous êtes connaisseur de ces jeux vidéo, eh bien, construire son espace. Alors, si vous n'avez pas le temps, vous avez des modèles déjà préétablis. J'ai construit ma salle de cours et je pouvais interagir avec la webcam ainsi que le micro. Je me suis dit, ça va mal se passer. Moi, ce jeu, il faut que je sois animateur, il faut que je sois au centre de mon jeu pour pouvoir le faire. Et bien finalement, à distance, il y a eu des avantages et des inconvénients. Alors, je pourrais vous en parler, mais finalement, le e-learning, on peut faire des activités, mais ça demande une créativité et surtout une adaptation de ces supports pour les faire passer en ligne. Mais c'est vrai que le jeu du cadeau, par exemple, là où on doit dire le prénom, bah, vu qu'on a tous nos prénoms, en tout cas sur les webcams, ça n'a plus lieu d'être. Donc, il peut y avoir des limites, à l'e-learning, mais il faut être, source de créativité. Vous avez des escape games en ligne, notamment vous avez des outils comme Genially, alors genial.ly, hein, genial.ly, qui vous permet de créer des escape games, pas que, hein, c'est des supports de présentation, mais vous pouvez faire des escape games avec. Donc votre seule limite, c'est votre créativité et puis après j'ai envie de dire, il faut oser, il faut essayer. Mais c'est vrai qu'en e-learning, ça peut être un peu plus délicat si comme moi vous êtes habitué pardon, à être en mouvement, et à faire le chef d'orchestre dans vos formations. Donc voilà, je vois Anaïs qui dit, «Super Gather Town», exactement. Moi, j'ai créé tout un univers, tout un espace avec ma classe et on peut faire des animations dessus. Mais là, encore une fois, Olivier et à toutes et tous, essayez. Il faut peut-être avoir un coût d'investissement, pas financier, mais en termes de temps, pour pouvoir s'approprier les outils. On parle d'outils, hein, c'est vraiment un outil. Très bien. Alors, il y a Marine Nadège également qui nous dit que c'est peut-être bien que ce soit les apprenants qui construisent des jeux Oui, et fassent ça, jouer on peut leurs en collègues. parler. Exactement. Alors, peut-être on pourrait développer, parce que c'est vrai que dans la création de l'interactivité et la dynamique de groupe, notamment, ça peut être très intéressant. Que ce soit eux-mêmes qui se créent des jeux. Alors, comment est-ce qu'on pourrait amener cette façon de faire, puisque Oui. ça peut finalement être très... Des fois, ça peut casser.
Ça peut casser. Alors là, c'est une formation que j'ai faite au CNFPT, donc pas du tout avec mes étudiants. L'objectif, c'était qu'eux-mêmes créent des activités ludiques dans leur quotidien. Alors vous allez me dire, j'avais un public, mais complètement hétéroclite, hein. J'avais des personnes qui travaillaient à la petite enfance, d'autres dans les bibliothèques, d'autres, je ne sais plus ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, j'avais un public très différent avec des problématiques qui leur étaient propres. Eh bien, je leur ai proposé de se mettre en groupe, avec des thématiques plutôt générales, la jeunesse, par exemple la culture ou alors l'hygiène, dans certains métiers et de penser déjà les mécaniques de jeu. Alors, il faut savoir qu'auparavant, je leur avais montré un petit peu de cours des outils, des ingrédients, c'est-à-dire les mécaniques de jeu qui peuvent exister. Des mécaniques de résolution, de choix, d'énigmes, en tout cas plein de mécaniques de jeu qui peuvent exister, qui fonctionnent et c'était à eux, eh bien, de trouver une problématique, ensuite de discuter ensemble pour, créer un scénario pédagogique sur leurs problématiques au quotidien. Donc il y avait des éléments, au début c'était des éléments intéressants, au début c'était assez laborieux pour être tout à fait honnête parce que chacun essayait de se positionner sur, bah, qu'est-ce que je peux apporter? Mais ça nécessite un temps de réflexion et là, on voit 2 types de profils si je peux me permettre. Les personnes qui ont l'habitude de jouer, que ce soit aux jeux de société, aux jeux de rôle, aux jeux vidéo et les personnes qui ne jouent pas ou très peu. C'est-à-dire que si vous voulez créer des jeux, si vous connaissez déjà les mécaniques qui marchent ou les éléments, les ingrédients du jeu, ça sera beaucoup plus simple pour vous parce que vous aurez une culture ludique plus importante que les personnes qui ne jouent pas. Moi, typiquement, je joue aux jeux vidéo, je joue aux jeux de société, je fais même du jeu de rôle papier eh bien, lorsqu'on me demande de créer une activité ludique, j'ai je sais pas comment dire, des automatismes qui me viennent. Alors des fois ça rate, mais des fois, enfin assez souvent, je sais que ça peut fonctionner. Contrairement à un de mes collègues qui est pas du tout jeu, lui vraiment, il joue au rami, à la rigueur, les repas en famille le soir, mais c'est tout et je vois l'investissement que ça lui demande de devoir créer. Donc 2 types de profils, donc oser jouer à des jeux de société, jouer à des jeux vidéo et après, c'est la co-création, hein. La co-création, ça peut sur un thème, ça peut avoir des éléments assez intéressants. J'ai un autre jeu à vous montrer sur ça. C'est sur la création d'entreprise. Si vous voulez créer des projets innovants pour favoriser la créativité, le jeu que je peux vous conseiller, c'est The Big ID. C'est un jeu qui vraiment, va favoriser, je vais pas l'énoncer dans le détail, mais va favoriser la créativité sur des objets, des adjectifs et c'est complètement loufoque, mais par contre dedans, ça tourne et ça demande aussi de la réflexion à plusieurs. On peut le faire seul, mais ce jeu à plusieurs, trouver de nouvelles idées, c'est génial. Super, merci Antoine. Alors Antoine, même sans le faire volontairement, mais il est en train de tout doucement faire un passage de relais sur Stéphane, qui sera notre prochain invité sur un webinaire du 8 janvier, et qui nous présentera également justement comment monter et comment créer, puisque Stéphane, et je lui laisserai la parole en fin de webinaire, créer des jeux et depuis toujours. Et donc, du coup, on sera également sur cette phase très applicative sur un petit Mmh. peu essayer de trouver chacun notre profil pour essayer d'aller de créer nos jeux. Donc, Stéphane, je te donnerai la parole tout à l'heure si tu veux bien pour terminer. J'avais encore une question, moi, pour Antoine. Antoine, on a l'habitude de techniques pédagogiques très classiques. Je prends une technique pédagogique, la méthode du post-it, où on va Mmh. demander à chaque stagiaire de venir marquer une idée. Alors éventuellement, si on veut mettre un petit peu de mouvement, il va venir la mettre dans une case sur un tableau. Bon, est-ce que et là, c'est pour peut-être un petit peu tous ces formateurs qui se disent, OK, d'accord, mais comment je peux faire? Est-ce que déjà ces techniques pédagogiques peuvent être associées à la ludopédagogie? Et est-ce que ça peut être une entrée en matière? Alors c'est vrai qu'on entend de tout quand on parle de ludopédagogie, encore une fois, il y a des degrés, j'ai envie de dire, de ludique, si on peut dire ça. Pour reprendre l'exemple des post-it, certains vous diront: «Oui, c'est de la ludopédagogie», d'autres qui vous diront: «Non, pas du tout». Moi, ça me rappelle une histoire, c'était un collègue qui avait mis des animations dans son PowerPoint et pour lui, c'était ludique. C'était marrant. Pour lui, c'était marrant, mais en fait, ça n'avait rien de ludique parce qu'il n'y avait aucun ressort du jeu qui était mis dedans, à part que c'était des animations sur le PowerPoint. Donc là, on en revient à la définition même de ce qu'est le jeu et on peut faire un cours de 10 heures, il y a aucun problème. C'est un cours que je donne à l'université, mais
pour certains, les post-it vont être ludiques. Ça va être bien parce qu'ils vont se lever, ils vont les coller et c'est fun. Et pour d'autres, ils vont vous dire, oh, bah, c'est juste des bouts de papier qu'on colle sur un mur ou un tableau. Donc, il faut savoir jauger. Pour personnellement, le post-it en lui-même, c'est un support, c'est pas vraiment ludique. Par contre, comment vous allez l'utiliser, c'est là où vous allez pouvoir intégrer du ludique. C'est sur le comment. Et là, bah, ça dépend de ce que vous allez faire. Peut-être que ce post-it, vous allez le mettre d'une certaine manière et ça va former, enfin, ça va faire une forme au tableau. Et c'est là où ça va prendre du sens. Donc, pour répondre à la question, Olivier, c'est comment vous allez mettre en place. C'est un peu ce processus de la ludicisation, finalement, le processus qui va vous amener à une situation ludique. Il y en a qui vous diront, à part le jeu de rôle et puis le jeu vidéo, le reste, c'est pas ludique du tout. Bon, bah, il y a un extrême. Moi, j'utilise le jeu vidéo, certains jeux vidéo dans mes cours, pareil, de manière assez pensée et de manière cadrée. Et il y en a qui diront, là, c'est de la ludopédagogie. Par contre, ton jeu de rôle avec tes cartes là, The Big ID que je vous ai présenté, il y en a qui me diront: «C'est pas du tout de la ludopédagogie» et ça dépend ce que l'on entend. On peut détourner des boîtes de jeux qui existent, on peut créer des jeux. L'objectif, encore une fois, c'est de voir pourquoi vous voulez faire du jeu. Donc le post-it peut vraiment se révéler comme étant un support très ludique, pour d'autres non. Mais là, il y a débat. Très bien, merci. Est-ce que peut-être certains ont des interventions, des choses à demander ou des expériences à partager, hein? Ça peut être ça aussi. Alors ce que dit Valérie, elle a entièrement raison, hein. Interactivité ne veut pas dire ludicité, hein, ça c'est clair. Oui. C'est pas parce qu'on interagit avec les autres que c'est ludique. Sauf si vous intégrez dans cette interaction des mécaniques, du jeu. Mais oui, encore une fois, c'est pas parce que vous parlez avec quelqu'un d'autre, les fameuses présentations croisées, on va dire que ce soit vraiment un enfin, ça peut être un jeu de présentation, mais ça dépend comment vous l'animez. On n'en a pas trop parlé, Olivier, mais c'est le rôle du formateur, de la formatrice. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes le monsieur loyal? Est-ce que vous êtes complètement à l'extérieur? Est-ce que c'est vous qui allez mener le jeu? Là, on pourrait aussi en parler pendant des heures. Oui, mais je pense que Stéphane Bah, parfait. nous en parlera sur également bah, comment créer le jeu, comment l'animer et puis comment trouver un jeu qui nous correspond. Puisque finalement, peut-être que euh, finalement, la pire des choses serait peut-être de vouloir imiter quelqu'un euh, Oui, qui fait un jeu pour qui ça marche très bien. Et puis finalement, bon, bah, nous, ça ferait un flop phénoménal. absolument. Le copier-coller, c'est pas bon du tout, en tout cas dans ce type de support, parce que ce qui peut marcher pour chez quelqu'un ne peut ne pas marcher pour vous. Ça dépend comment la personne l'a créé pour elle, se l'est approprié et le propose. Euh, et parce que ça dépend finalement de votre profil de joueuse, de joueur. Là, vous avez des littératures, enfin de la littérature en ce sens, le modèle de Bartle, la typologie de Bartle par exemple, qui montre quatre grands profils de joueurs. Vous allez avoir les personnes qui vont aimer le jeu pour l'interactivité, le social, d'autres personnes qui vont aimer le jeu pour l'achievement, vraiment les objectifs à remplir, d'autres qui vont aimer ça pour l'exploration, c'est peut-être des Indiana Jones dans le jeu, ils vont explorer, et d'autres qui vont être des tueurs, c'est-à-dire pour finalement gagner. Donc, en fonction de votre profil, vous allez être beaucoup plus réceptif à certains jeux et pas à d'autres. Moi, typiquement, les jeux où il faut compléter des objectifs, je suis à fond dessus. J'adore compléter des objectifs dans un jeu. C'est ça qui va me motiver à aller plus loin. Donc, ben, en fait, les techniques pédagogiques et la ludopédagogie, ben, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut l'adapter, un, à nous-mêmes et deux, à notre auditoire. Et ce qui marche avec un stagiaire ne marchera peut-être pas avec un autre ou marchera autrement. Et donc, Absolument. finalement, il faut que tout vienne en complément l'un de l'autre et non pas en remplacement. Exact. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un veut faire une intervention? On va être dans les temps. On va être dans les temps et c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de se garder puisque je pense que tout le monde a des emplois du temps très chargés et pour que ça devienne un rendez-vous, je pense, voilà, régulier et voulu, il faut la qualité des intervenants et donc je remercie encore Antoine parce que ça a été encore de très très grande qualité ce soir et je pense que le timing est important aussi puisque du coup, c'est vrai qu'on est tous des passionnés, on pourrait parler pendant des heures, mais au final,
On- D'ailleurs, Olivier, pour certaines personnes ici présentes, ce que j'ai pu dire, c'est des généralités, ils le savent déjà parce qu'on pourrait approfondir peut-être chaque thématique que l'on a abordée avec vraiment des heures à passer sur le rôle, la position du corps dans le jeu, la phase de créativité, d'idéation, la phase finalement de capitalisation. On pourrait faire des heures et des heures sur chaque thématique, hein. Là, on est resté très, très, très superficiel. C'était peut-être voulu pour les personnes qui sont néophytes en la matière. Et c'est vrai que pour les personnes qui font déjà ce type d'activité, de manière très humble, je pense que vous n'avez pas appris grand-chose, mais c'est peut-être pas l'objectif d'ailleurs. Non, l'idée, je pense aussi, était de peut-être aussi de désacraliser un petit peu, parce que c'est vrai qu'on Tout à entend fait. beaucoup parler, et pour beaucoup, le fait de se poser vraiment et de discuter de cette ludopédagogie, je pense, sont des choses importantes pour qu'on puisse également recentrer, nous, notre façon de construire nos futurs cours. Je vais peut-être laisser un petit peu la parole à Stéphane, si bien tu veux nous dire un petit mot. Hmm. Juste que j'ai horreur des webinaires. Et Ah bah donc, ça promet. si vous venez en janvier à celui qui est proposé par Olivier, ça sera plutôt de l'interaction, du ludique. Enfin, ça va être très, très participatif parce que le but du jeu, c'est effectivement de vivre d'abord l'expérience pour la comprendre. Et donc, on ne peut pas tout vivre non plus en 1 heure, hein, forcément. Je ne peux pas vous sortir un jeu sérieux complet sur, je sais pas, sur la compta ou autre chose comme Stéphane. Mais effectivement, voilà, on peut avoir quand même une expérimentation qui permet effectivement de comprendre éventuellement quelques dimensions de ludopédagogie. Et c'est ce que je vous proposerai le 10 janvier, je crois, c'est le 10? Le 8. Le 8 janvier. En effet, le 8 janvier, mais c'était vraiment voulu, et c'est pour ça que je remercie et Antoine et Stéphane de se prêter au jeu, puisqu'on a vraiment voulu le construire comme ça. Comme vous l'avez dit, Antoine, on pourra en parler pendant des heures, donc Oui. on a essayé vraiment de fragmenter la chose sur une belle introduction qui, je pense, finalement, a été quand même très précise, Antoine, parce qu'on n'a pas fait que de la généralité, et je pense que pour beaucoup, ça a éveillé et ouvert beaucoup de cases. Et ensuite, on ira sur quelque chose qu'on va essayer, très pratico-pratique, sur le prochain webinaire avec Stéphane. Alors, les inscriptions, Cécile, ce sera toujours pareil. Vous pourrez vous inscrire. Je vais remettre à jour le site. Donc, je pense que d'ici, voilà, je vais lui changer la bannière, et ce sera bon. Et vous pourrez vous inscrire pour le prochain, donc qui sera le 8 janvier, pareil à 18 h. Antoine, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Avec plaisir. Déjà, sachez que vous pouvez me contacter sur LinkedIn, hein, si vous voulez continuer à échanger avec moi, ça sera avec grand plaisir. Et puis peut-être un conseil que j'ai à vous donner si vous devez garder quelque chose, c'est oser. Encore une fois, n'ayez pas peur, osez. Et si vous vous plantez, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez apprendre. Moi, je me suis planté. Stéphane a dû se planter. Marie-Nadège a dû se planter. Désolé, je pense. Mais ça fait partie de l'expérience. Et vous allez apprendre comme ça, que ce soit sur les jeux de rôle, les jeux de société, les jeux vidéo. Et surtout aussi, bah, osez, mais aussi cultivez-vous de cette culture ludique, qui sont numériques ou pas, et c'est ainsi que vous allez gagner en expérience pour créer vos futurs jeux ou les adapter à partir de jeux existants. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Passez tous une belle soirée, passez de belles fêtes. Et puis, pour certains, rendez-vous sur les réseaux ou autres pour continuer à échanger. Et on se dit à l'année prochaine. Merci encore, Antoine. Merci beaucoup.